Tout d'abord, merci beaucoup, Sihem. Merci aux participants d'être venus. Je suis ravi d'être présent ici avec vous aujourd'hui, dans un moment quand même difficile pour la transition tunisienne. Je ne peux pas éviter de rester optimiste pour cette transition tunisienne, mais il est sûr qu'elle passe par des moments très compliqués. Et je vais simplement aujourd'hui essayer d'offrir quelques réflexions sur l'expérience internationale par rapport à cette question du lien entre la violence et une période de transition. Et je suis d'accord avec Sihem que la violence en soi n'est pas une fatalité pour une transition. Cependant, ça pourrait l'être selon, entre autres, la réponse de l'État et de la société. Et il faut quand même constater au début que certaines transitions ont échoué en partie par par la qualité ou la mauvaise qualité de la réponse et de l'État et de la société. Avant tout, je voudrais simplement vous offrir quelques réflexions sur comment définir une transition et comment définir la violence. Pas des définitions conceptuelles, mais plutôt pratiques, pour que mes remarques entre les liens soient claires. Par rapport à une définition de transition, pour moi, je la vois visuellement. Je pense qu'une transition représente, c'est comme un pont fragile entre un passé d'un côté, un passé souvent très douloureux, très violent, et un futur toujours pas déterminé ou bien défini, même s'il y a quand même des éléments clairs sur cet avenir. La transition est le moment de vivre sur ce pont fragile. C'est par définition une période fluide. Et dans les meilleurs cas, on peut dire qu'une transition est un moment de grands débats et de grands questionnements sur le contrat social entre citoyens et pays, mais aussi entre groupes de citoyens. Ce deuxième élément, je trouve, est très souvent sous-estimé. Ce n'est pas simplement une question de redéfinir ou négocier un contrat social entre les citoyens et l'État, mais aussi entre des divisions qui sont souvent une partie de l'héritage du passé. Les divisions ne disparaissent pas au moment de transition. Au contraire, dans un moment de transition, ils sont de plus en plus visibles. Ceci, bien sûr, a un rapport avec la question de violence. Il faut aussi, je pense, dans le cas de la Tunisie, faire deux distinctions très importantes parce que la voie de transition importe beaucoup par rapport à la question de la violence. Une transition qui est négociée est très différente, souvent dans la dynamique que ça produit, d'une transition qui est gagnée ou imposée. Que ça soit gagné par le peuple, comme dans le cas de la Tunisie, ou bien que ça soit gagné d'en haut, on peut dire. Souvent, la turbulence d'une transition gagnée continue. Il y a un certain militantisme qui devient partie de la transition. Il y a, dans des cas extrêmes, une certaine attitude de tout ou rien quand on gagne la révolution, quand on gagne la transition. Ce qui n'est pas le cas dans au moins avec la même intensité quand il s'agit d'une transition négociée. Ceci n'est pas le cas, bien sûr, en Tunisie. Et bien sûr, il faut quand même faire la distinction entre une transition d'une guerre civile à une situation de
de paix, au moins de la construction de la paix, et une situation de transition d'autoritarisme à la démocratie. Et ici, on peut dire qu'en général, la question de violence est beaucoup plus élevée en général dans une transition post-conflit, pour des raisons peut-être très évidentes. Donc, d'un côté, on peut dire que le fait que la transition n'a pas été négociée pourrait être un facteur, en général, compliquant pour la transition en Tunisie par rapport à l'expérience internationale. Sur le deuxième point, par contre, le fait que ça soit une transition démocratique et pas une transition post-conflit, ceci est favorable par rapport à la question de violence dans la transition. Lorsqu'on parle de violence, comme vient de constater Siem, ça existe dans toutes les sociétés, le conflit existe dans toutes les sociétés, ça ne disparaît pas. Il y a, on peut aussi dire, des formes de violence non étatiques qui sont tout à fait légitimes et légales. L'autodéfense de soi ou de son peuple, selon certaines normes internationales, est tout à fait légale. Donc, ce n'est pas que toute forme de violence soit illégale ou illégitime. Ce qui préoccupe, bien sûr, une démocratie, surtout en période de transition, c'est lorsque la violence soit organisée. Et ça pourrait s'organiser, bien sûr, de différentes... ça pourrait se présenter dans différentes formes. Des bandes criminelles, des groupes de trafiquants, des paramilitaires, des groupes terroristes, des groupes rebelles. Et souvent, ces catégories sont très artificielles. Beaucoup de ces types de violences, beaucoup de ces groupes organisés violents sont mélangés. Il y a malheureusement beaucoup de groupes rebelles dans le monde qui sont aussi des groupes de trafiquants de drogue ou bien de personnes. Des groupes paramilitaires sont très impliqués dans d'autres formes de criminalité qui dépassent ce qui pourrait être caractérisé comme politique ou idéologique. Et pour une démocratie, bien sûr, c'est ce type de violence qui vraiment doit être le cible des préoccupations. Ce n'est pas la violence en général, ce n'est pas la violence pour le dire individuelle ou purement pénale, qui existe dans toutes les sociétés. Mais c'est quand ça prend des formes organisées que ça pose des plus grands risques pour une transition. Dans l'expérience internationale, maintenant, juste pour parler brièvement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, il y a d'autres intervenants, mais je voudrais maintenant simplement offrir quelques remarques par rapport au lien entre une période de transition et la violence. Pourquoi est-ce que la violence est, malheureusement, dans des cas de transition, que ce soit démocratique ou post-conflit, pourquoi est-ce que c'est plutôt le règle et pas l'exception durant une période de transition? Et c'est vraiment ça le cas, c'est le règle, pas l'exception. Donc, je pense qu'il y a surtout trois causes qu'on peut citer, entre autres. Un premier, c'est que dans des transitions, même lorsqu'il y a des pactes politiques inclusifs, des plus grandes tendances politiques dans une société, il y a nécessairement ceux qui vont gagner et ceux qui vont perdre. Il y a des perdants. Ou bien il y a des perceptions de perte de la part de certains groupes qui peuvent se transformer dans des radicalismes violents. Ça fait partie de la transition. Et bien sûr, avec certains groupes, on peut toujours garder un dialogue, on peut toujours essayer de concilier les intérêts des perdants avec les intérêts de la transition et de la démocratie.
Mais quand même, c'est sûr que certains perdants ou certains acteurs qui se perçoivent comme perdants utilisent les transitions lorsque naturellement il y a plus d'ouverture pour devenir plus violents et pour exprimer leur frustration en forme violente. Une chose qui, bien sûr, est plus difficile lorsqu'on n'est pas dans une démocratie. Une deuxième cause, on peut dire, de la violence qui fait le règle et pas l'exception dans des cas de transition en général, c'est que les transitions produisent consciemment des démobilisations et des limogeages selon le cas, mais c'est-à-dire il y a certains acteurs qui ne peuvent plus dans une démocratie, ils perdent leurs armes, ils perdent leur poste de travail souvent, mais ils ne se retrouvent pas facilement dans une autre espace civil pour gagner la vie et devenir citoyen normal, ordinaire et paisible. Ça fait partie aussi des transitions. C'est nécessaire, par exemple, de réformer les forces de sécurité souvent dans une transition. Mais lorsque on prend un groupe de personnes qui ont peut-être un seul talent dans le monde, c'est peut-être commettre des crimes et cacher les preuves des crimes, pour le dire dans un cas extrême, ces gens souvent, bien sûr, se transforment dans d'autres formes de violence, mais maintenant dans le privé. Encore, ça fait partie d'une transition. Et la troisième cause, je pense, très typique dans des cas de transition à travers le monde, c'est que la transition implique une libéralisation de parole, une libéralisation d'espace public. Et ce qui permet, entre autres, une plus grande possibilité de manifester. Et on vient de voir que la violence se produit plus facilement et naturellement lorsqu'il y a cet espace. Mais aussi, malheureusement, la libéralisation de la parole, qui fait partie clé d'une transition, libéralise aussi la parole haineuse. Et si je devais dire qu'un élément qu'on a vu dans d'autres cas, que ce soit en Afrique du Sud, au Balkan, en Argentine, même en Espagne, il y a 35 ans, sans parler des cas actuels dans le monde arabe, c'est cette question de la violence verbale qui encore fait partie de la période de transition lorsqu'on explore cet nouvel espace. La réponse de la société, la réponse du gouvernement à l'emploi de cette libéralisation d'espace de parole, espace de public, est clé pour justement essayer de prévenir les violences. Encore, donc finalement, si je devais offrir quelques petites idées, modestes idées pour comment réagir face à ces réalités, la réalité de la croissance même de la violence durant les premières années d'une transition. Peut-être quelqu'un connaît le cas de l'Afrique du Sud. Les années plus sanglantes de l'Afrique du Sud étaient les 5 premières années de la transition, malheureusement, mais aussi prévisiblement. Donc comment répondre à tout ça? Bon, d'un côté, il faut bien sûr essayer de minimiser l'impact de ces trois causes, minimiser l'impact négatif de ces trois causes de la violence que je viens de citer. Donc, ceci veut dire, entre autres, assurer une approche au maximum possible d'inclusion politique, d'inclusion économique et d'inclusion sociale. D'un côté, de l'autre côté, d'essayer au maximum possible de censurer les expressions haineuses
qui ciblent des groupes vulnérables dans la société. Et troisièmement, de limiter l'ampleur des limogeages. Donc, en général, les réformes qui sont plus gradualistes sont plus réussies. C'est logique et c'est le norme. À part ces quelques éléments, c'est aussi important, il faut le dire, renforcer la capacité de l'État de prévention et de réponse lorsque la violence se produise, ce qui est inévitable dans une transition. Et je trouve aussi très bonne l'idée qui fait partie de cette conférence de peut-être concevoir un type de norme métaconstitutionnelle, d'un contrat contre la violence, une ligne rouge de toute la société. Ici, on peut penser même à l'exemple de l'Irlande du Nord, où il y avait ces fameux principes de George Mitchell, qui faisaient partie du dialogue politique. Et un des éléments clés, essentiels, une précondition pour la démobilisation était le principe de non-violence. Donc, il y a des exemples, je trouve que ça pourrait être très important. Je termine simplement avec une remarque encore un peu optimiste, parce que je trouve que de l'extérieur, ce qui m'impressionne surtout et ce qui me donne toujours beaucoup de courage, c'est voir la réponse de la société lorsqu'il y a des assassinats politiques, lorsqu'il y a des problèmes sur la frontière et lorsqu'il y a des problèmes de militantisme idéologique et extrémiste. C'est la réponse de la société tunisienne qui se met dans les roues, qui est toujours active, qui est consciente de la menace de la violence. Et ceci reste, je pense, dans tous les cas, la chose la plus importante, même si la capacité de l'État, il ne faut jamais l'oublier, parce que malheureusement, il y a des groupes avec qui on ne peut pas concilier, on ne peut pas dialoguer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, je vous remercie encore pour l'invitation et pour votre présence.